à travers un geste artistique. Se posent alors plusieurs questions. Comment l'artiste va ajouter ce regard à cette succession déjà de points de vue ou de contraintes qu'on a posées? Il nous semble important de rappeler que cette démarche de Commande Garonne, ce n'est pas un ornement qui va venir achever un aménagement urbain, mais ça participe réellement de l'aménagement urbain. Et selon le moment où l'artiste intervient dans la conduite d'un projet, ça peut énormément changer la qualité et la dimension du projet. L'artiste, il arrive avec son époque, ses doutes, sa poésie, sa subjectivité. Comment tout ça va donner lieu à une œuvre dans l'espace public qui est, je le rappelle, très différent d'une œuvre d'art dans un musée ou dans une galerie, ou dans une galerie ou dans un musée, il y a une vraie démarche volontaire du spectateur ou du visiteur pour rencontrer l'œuvre d'art. L'œuvre dans l'espace public, c'est beaucoup plus violent, c'est différent, c'est une œuvre qui s'impose à tout un chacun et que l'on reçoit sans avoir forcément eu une démarche de rencontre ou d'appropriation. Voilà déjà le cadre de travail. Ensuite, nous, on a toujours en tête 3 interrogations, mais que je livre là, parce qu'on n'a jamais la clé et les réponses à toutes ces interrogations. Quelle est la légitimité de l'artiste à intervenir sur un espace public? Alors évidemment, il y a la commande que l'on peut passer, l'acte politique. Ça fait partie des compétences et des missions de Bordeaux Métropole. Néanmoins, c'est une œuvre qui se pose et qui confronte le regard du citoyen. Donc la question de la légitimité, la question de l'appropriation, comment cette œuvre est reçue dans l'espace public. Alors on a des exemples fabuleux, je pense au Lion de Xavier Veillant, qui a été un endroit à un moment d'interrogation, de doute, et puis qui aujourd'hui, le temps fait aussi beaucoup dans cette notion d'appropriation. Aujourd'hui, le Lion de Xavier Veillant, en bord de Garonne, rive droite, c'est l'endroit où on vient se faire photographier, où on fait des selfies. C'était un des endroits emblématiques du fleuve. Ça a pris un peu de temps et en même temps, c'est devenu quelque chose qui est aujourd'hui absolument intégré dans l'espace public et qu'on ne retirerait pas. Certaines œuvres, je pense au Havre par exemple, qui cette année a fait l'objet d'une biennale d'architecture, enfin d'art public. Aujourd'hui, les habitants du Havre signent des pétitions pour que les œuvres temporaires restent de manière définitive dans l'espace public. Donc ça, c'est des notions aussi, la notion du temps dans la commande artistique est une donnée importante. Et puis la question de l'usage aussi, c'est-à-dire que souvent une œuvre d'art change le point de vue d'un lieu, peut changer l'usage d'un lieu, et là aussi ça ne se décrète pas, ça décide évidemment un travail, et implanter une œuvre d'art dans l'espace public, c'est un travail qui est long, qui est assez technique, mais ça pose cette question de l'usage et comment parfois une œuvre d'art ou une œuvre est détournée de l'usage premier. On pense au miroir d'eau, qui est une chose un petit peu différente, mais qui n'était pas du tout au départ conçu pour ce type d'usage que l'on voit aujourd'hui. Et puis le dernier sujet qui a été évoqué précédemment, c'est comment cette commande artistique, c'est un marqueur du territoire, un élément de différenciation. Alors, on parle beaucoup de marketing territorial au-delà de ça. Ce qui va se passer en bord de Garonne ou dans l'Interland autour de la commande Garonne, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Donc c'est des éléments qui sont extrêmement différenciants ou marquants pour le territoire. Et donc c'est aussi important que le travail soit fait de manière je vais dire professionnelle et très très responsable. Parce que c'est quelque chose qui engage là aussi la collectivité publique. Et puis dernier point, après je laisse la parole à mon voisin. Ces œuvres d'art, elles participent d'une identité du territoire et elles doivent aussi, autour de la Garonne, imprimer un continuum d'identité. Ce ne sont pas juste des œuvres qu'on va poser, peut-être des œuvres qui vont permettre au bec d'Ambès de se trouver reliées par une œuvre d'art au centre de Bordeaux, ou par une dimension continue, paysagère et artistique. Voilà le travail qui s'amorce aujourd'hui à Bordeaux Métropole, qui n'est pas simple.
puisque le travail d'artiste sur le territoire, on pourra éventuellement revenir sur les questions comment on s'approprie un patrimoine, est-ce qu'on le transforme, est-ce qu'on le restaure, mais on a ces exemples-là sur des patrimoines de type estacade en bord de Garonne, qui nous intéressent, nous, en tant qu'objet patrimonial, mais qu'on voudrait traiter artistiquement. Et ça pose d'autres questions qui renvoient à des sujets que vous aborderez sûrement dans l'après-midi. Merci Anne-Sophie. Bonne transition avec l'intervention suivante, puisqu'on nous avons invité Jean de Jacinto, parce que finalement, c'est un peu un pionnier de cette valorisation du fleuve par les interventions artistiques. Je vais lui laisser la parole, parce qu'il en parlera beaucoup mieux que moi. Ça rejoint aussi les questions environnementales, l'eau et les entrées de ville. Oui, merci de m'avoir invité à ce débat. Comme vient de le dire Anne-Sophie, c'est vrai que le fleuve est un lieu de création pour les artistes, bien sûr, mais pour les architectes aussi. Et dans les quelques exemples que l'on va vous proposer, on voit bien que c'est bien à partir de cet élément fondateur qui est l'eau que l'architecture se met en place, la scénographie et un certain nombre d'éléments qui touchent bien sûr à la création architecturale. Donc dans les projets sur lesquels on a été amené à réfléchir et à travailler en relation avec le fleuve, on va démarrer par celui-ci. C'est une étude qui a été faite en 2012 sur la passerelle Eiffel, laquelle passerelle Eiffel est en cours de rénovation aujourd'hui, de restauration. Elle est classée monument historique depuis 2010, je crois. Et on a fait une proposition de réflexion, de scénographie, de mise en lumière, qui à la fois valorise le patrimoine Eiffel par un certain nombre de dispositifs qui sont, vous voyez sur cette photo, les croix, qui sont la structure même de l'architecture de cette passerelle, puisque cette passerelle Eiffel, en définitive, c'est un tunnel, hein, c'est une poutre dans laquelle les trains passaient. Et ensuite aussi un travail sur le fleuve, le reflet, le miroir. C'est sûr que avoir un miroir de 500 mètres de long, de large plutôt, ça permet évidemment de réfléchir, de créer, d'inventer. Donc on a sur ce projet en 2012 présenté cette proposition qui était dans le cadre de Bordeaux, capitale européenne de la culture, qui n'a pas été retenue, sélectionnée puisque c'est Marseille. Et cette proposition a tout de même été réalisée par Bordeaux Euro-Atlantique et la communauté urbaine de Bordeaux pour permettre justement de ne pas laisser cette passerelle, je dirais, dans la pénombre en attendant sa restauration, mais de la mettre entre guillemets dans la lumière. Et notre premier travail a été donc d'utiliser à la fois et le fleuve et le patrimoine comme élément de création premier. Ensuite, on peut parler d'un deuxième projet beaucoup plus important, mais plus ancien, qui a été le projet d'installation à Bègles d'usines qui sont les usines, je dirais, écologiques. Hein, ce n'est pas des bâtiments industriels de notre ville, puisque c'est là où on traite l'eau, c'est là où on nettoie, on purifie les eaux usées de tout le sud de Bordeaux. Donc c'est l'usine Claude Wilde, l'usine de traitement des eaux. Et c'est un endroit aussi où on traite les déchets, dont vous parliez tout à l'heure, de façon à ce que ces déchets soient dans deux unités. Une première unité en structure métallo-textile où les déchets sont triés pour être recyclés, et une deuxième partie de l'usine a pour vocation de les incinérer pour produire de l'énergie, entre autres de l'électricité, bien sûr. Voilà. Alors c'est assez intéressant parce que si on peut continuer à voir la vue aérienne. Non, pas là, continuer. Ah, il n'y a que ces trois photos là. Bon, il n'y a pas la vue aérienne, dommage.
La vue aérienne de ce complexe technique de l'environnement permet de voir comment on a inséré les deux unités, les deux bâtiments, dans les infrastructures qui sont le fleuve, bien sûr, qui est l'élément majeur, bien sûr, à proximité de la Garonne, le pont d'Arcin et la rocade. Et donc, comment on s'est servi aussi de ces éléments pour faire en sorte que ces bâtiments puissent être construits en relation même avec le paysage. Quels étaient les éléments de paysage? L'eau, la Garonne. L'eau, c'est l'horizontalité, c'est le mouvement, c'est le reflet, c'est la brillance. Voilà, c'est la voile aussi. Il y avait quelques bateaux à voile, quelques gabarres qui remontaient la Garonne. Voilà, donc il y a tous ces éléments-là qui sont extrêmement présents pour nous, concepteurs. Il y a aussi donc la rocade, les éléments de déplacement. Donc c'est les visions lointaines, c'est la vitesse, c'est le déplacement. Et tous ces éléments-là nous ont permis, si on peut changer peut-être l'image, de créer donc cette usine, ces bâtiments qui sont issus de ces bases, de cette matière, et qui sont en définitive des bâtiments de reconquête des berges de la Garonne. Les berges de la Garonne, à cet endroit-là, étaient, je ne dirais pas abandonnées, mais elles attendaient un projet. La communauté urbaine de Bordeaux avait réservé ces terrains depuis les années, je crois, 60 ou 70, bien longtemps, qui sont donc l'entrée sud de Bordeaux. Et pour y construire des bâtiments, évidemment, dits un peu délicats à insérer dans le paysage. Car dans les années 70, même 80, quand on a fait les concours d'architecture, aller visiter une station d'épuration, c'était pas une vraie promenade. Une usine d'incinération, certainement pas non plus. Et donc on a renversé le processus de ces programmes pour faire de ces projets vraiment des projets urbains, un vrai signal, des entrées de ville, des projets qui jouent avec la lumière, puisque ça produit de la lumière, donc on s'est servi de l'énergie produite par ces usines. Ça coûte rien, c'est vraiment de la production bon marché pour des scénographies lumineuses, pour travailler les thématiques, pour travailler le bleu, pour travailler les symboles de l'eau, pour travailler le rouge, le feu. Voilà, donc réellement, pour nous, le fleuve et les infrastructures attenantes, le pont d'Arcin, toutes ces visions proches, lointaines, ont servi à la conception de ces projets. Au même titre que les artistes, certainement se servent bien sûr du fleuve pour la commande Garonne, pour réfléchir bien sûr à cela. Donc ces exemples-là montrent bien qu'on peut, grâce au fleuve et à son identité et à ce qu'il dégage, reconquérir bien sûr les berges et aussi aménager et développer de part et d'autre, bien sûr, que ce soit rive droite, rive gauche, c'est ce qui se passe maintenant avec Euro-Atlantique, reconquérir les berges. Alors un dernier exemple, je crois, oui, bon, la base, bien sûr, la base sous-marine, ça c'est un projet réalisé en 2000. La question qui se posait, c'était de ne pas laisser dans la pénombre cette base qui est très austère, qui est très puissante, qui est magnifique. Et donc, on a répondu à une consultation, un concours sur lequel on a proposé, bien sûr, une mise en lumière, mais une mise en lumière qui tout de suite donne une orientation à la base. Quand on a travaillé en 2000, on a travaillé sur le thème du rouge. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que la base, pour nous, ce sont des alvéoles, et que toutes ces alvéoles dans lesquelles elles abritaient les sous-marins, on peut abriter du théâtre et du spectacle. Donc on est parti sur le thème du rouge. Ça a été un débat, d'ailleurs, de choisir cette couleur. Vous imaginez pourquoi. Mais aujourd'hui, je crois que le choix de cette couleur et de cette thématique, du spectacle, de la fête,
et aussi, pourquoi pas, du théâtre, de tout ce qui touche donc au rideau rouge, puisque pour nous, ces alvéoles sont des immenses scènes dans lesquelles on peut imaginer des rideaux en façade. Ce sont des rideaux de lumière qui ont été mis en place. Et donc ce projet surtout a été réalisé, bien sûr, pour redonner à la base une identité, une présence, mais aussi valoriser les plans d'eau, puisque quand aujourd'hui, évidemment, ça paraît naturel, on sent bien que les bassins à flot, avec tous les reflets, la lumière, la ville, le quartier qui se crée, ils ont leur place, mais quand on a étudié ce projet en 2000, c'était un endroit où vraiment on allait le soir se promener, mais c'était, je dirais, assez sombre. Voilà, c'était des promenades nocturnes discrètes. Voilà 3 projets qui montrent les rapports entre le fleuve et la création, l'eau, l'architecture et la valorisation du patrimoine. Je dirais que le fleuve est vraiment l'élément qui est l'élément de création et d'émergence des projets. Je pense que maintenant on le voit bien pour l'aménagement des quais, ce qui se passe. Je crois que c'est incontournable. Alors, quand on parle de tout ça, on n'a rien inventé, parce que je pense que Bordeaux, moi je ne suis pas historien, mais la création de Bordeaux est partie du fleuve. Bon, voilà, donc je dirais ça c'est le mot de la fin de mon intervention. Merci Jean de Giacinto. Alors comme l'heure tourne, je vais directement demander à Henri Bava de nous faire une petite conclusion qui va resserrer tous ses propos. Je vais lui rappeler qu'il y a des actes à publier à la fin de ces journées et que donc sa parole est d'or. Merci Henri. Merci à vous. Je vais tenter l'impossible. Finalement, nous avons beaucoup parlé de géographie en mouvement. Le fleuve est à la fois mouvement. Peut-être nous n'avons pas assez parlé de mouvement, puisqu'on n'a pas encore beaucoup évoqué l'histoire de l'inondation, de la résilience nécessaire des territoires, et même voire de la solidarité territoriale, quand on a une presqu'île d'Ambès qui est très, très facilement inondable, et d'autres terrains qui, eux, le sont moins. Donc il y a peut-être là encore une question fondamentale à réfléchir ensemble et à solutionner ensemble. Et puis à côté de cette idée du mouvement, on a l'idée de la permanence du fleuve, qui est une permanence qui permet le mouvement, qui permet la mobilité, les déplacements, qui est un support de déplacement, on en a parlé très souvent, qui permet bien sûr, dans cette grande horizontalité qu'il met en place, de mettre en scène les émergences construites, la ville de Lormont sur son relief, avec les bateaux, avec l'économie du port, bien entendu, mais qui met aussi en scène tout ce qu'a évoqué tout à l'heure Anne-Sophie Brandalise, les différents marqueurs de territoire, les éléments, les œuvres artistiques qui vont créer des intensités, des adresses sur cette grande continuité, et puis les propositions de Jean de Giacinto qui apportent des lumières complémentaires à celles du fleuve, au reflet du ciel et de cette couleur de l'eau si particulière, qui vient compléter, qui vient émailler, je dirais, rythmer le long du dispositif. Donc on a finalement de proche en proche un travail, une mise en réseau, une mise en continuité, non seulement le long du fleuve, aussi en travers. On tisse petit à petit une ville certes patrimoniale, mais une ville en projet, une métropole en projet. Merci. Bien, merci à vous. On sent se dessiner le sujet des prochaines journées l'an prochain. J'ai l'impression qu'on va